Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine sur un format que vous appréciez particulièrement, un match entre deux types d'investissements ou deux véhicules d'investissement. En l'occurrence, aujourd'hui, nous allons comparer les contrats d'assurance vie par rapport au PEA lorsque l'on veut investir sur les marchés financiers. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Jonathan Lévy nous accompagne tout d'abord. Bonjour Jonathan Lévy. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président et cofondateur de bienprévoir.fr. Et à vos côtés, Guillaume Jouvin. Bonjour Guillaume Jouvin. Bonjour Nicolas. Bienvenue à vous. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Bred Banque Privée. Peut-être qu'on va commencer par vous, Guillaume Jouvin. Déjà, ce questionnement assurance vie PEA, vous le voyez régulièrement. On oppose souvent le PEA au compte-titre. Est-ce que le choix entre assurance vie ou PEA, c'est quelque chose que vous voyez régulièrement ? Oui, très souvent. Ce sont deux enveloppes extrêmement complémentaires et extrêmement populaires toutes les deux. D'accord. L'assurance vie, 40-45% des ménages en ont. Le PEA, c'est 5 millions de titulaires en France. D'accord. Donc on est vraiment sur deux enveloppes très représentatives, en tout cas des véhicules d'investissement des Français. En termes de chiffres, très connu. L'assurance vie, c'est 1900 milliards d'actifs en euros en France. Le PEA, 100 milliards. Donc c'est évidemment un petit peu moins sur le PEA. Bien sûr. Mais on le verra ensuite, il y a des raisons, et notamment un plafond au niveau des versements. Donc alors pourquoi ces enveloppes sont extrêmement prisées des Français ? Tout simplement parce que sur l'assurance vie, on peut y mettre tout type d'actifs. Des actions, des actifs sans risque, de l'immobilier, pourquoi pas du private equity. Bien sûr. Et historiquement, c'est quand même ce qui permet de canaliser l'épargne des ménages sur un support sans risque qui est le fonds euro, qui alimente d'ailleurs les obligations d'État et qui permet d'avoir un rendement sans risque garanti et dont le rendement baisse petit à petit et qui représente encore aujourd'hui 55% de la collecte brute tous les ans. Les 45% restants allant vers des véhicules plus risqués, unités de compte, actions ou immobilier notamment. Jonathan Lévy, c'est vrai que l'assurance vie fait partie des premier réflexe d'investissement des Français aujourd'hui, c'est justement parce qu'on peut investir sur tout type d'actifs, ou en tout cas une grande partie d'actifs, ce qui vient expliquer que beaucoup de Français, une majorité de Français aujourd'hui ont un contrat d'assurance vie. Oui, on le présente souvent comme le couteau suisse de la gestion de patrimoine. Il permet de faire énormément de choses. Il répond à beaucoup de besoins, beaucoup de problématiques patrimoniales des clients. Et c'est pour ça qu'il est autant souscrit et au-delà même des plafonds. C'est pour ça qu'il y a autant d'encours sur le contrat d'assurance vie. Il s'adresse à tout le monde, en fonction de son profil, on a toujours la bonne réponse en assurance vie. Le PEA, lui, il va être plus contraint, il va s'adresser à une population plus contrainte, sur des gens qui veulent placer. Plus contrainte, ça veut dire plus spécialisé ou plus pas spécialisé, oui. ou sans être spécialisé, qui accepte en fait une dose de risque, puisque c'est un placement, comme son nom l'indique, placement en action. L'assurance vie peut être investie en action sur la part d'unité de compte, mais pas seulement. Vous avez parlé de fonds en euros, qui est la part garantie en capital de la part de l'assureur. Bien sûr. Donc l'assurance vie s'adresse aussi à des gens extrêmement prudents qui veulent placer de l'argent pour le long terme, qui veulent transmettre un patrimoine, donc quelle que soit la cause, qui veulent préparer la retraite, ils peuvent le faire dans le PER, mais ils peuvent aussi compléter dans l'assurance vie. L'assurance vie peut être un outil de préparation à la retraite. Alors, on l'utilise souvent. Un PEA aussi, non ? Un PEA aussi, tout à fait. Ça, de ce point de vue-là, l'objectif de préparation à la retraite convient en assurance vie ou en plan d'épargne en action. Ce que je veux dire, c'est que ces deux véhicules conviennent au-delà du PER qui est très populaire en ce moment. Bien sûr, oui. C'est la période et c'est normal, mais il y a des plafonds aussi sur le plan d'épargne retraite, de réduction d'impôts, de déductibilité des versements. Donc pour compléter sa retraite, on voit bien aujourd'hui l'importance de préparer sa retraite et le plus tôt possible. Tout le monde en a conscience, je pense, aujourd'hui. Donc l'assurance vie, en particulier, permet de compléter son dispositif de préparation à la retraite, notamment. Guillaume Jouvin, si on rentre dans ce que j'imagine être un des facteurs clés de choix, ou en tout cas de sélection, la fiscalité. Les deux proposent une fiscalité avantageuse finalement, de manière différente, mais les deux offrent, que ce soit, on parle des 8 ans de l'assurance vie, des 5 ans du PEA, est-ce que ça aide à faire un choix ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que c'est à prendre en compte dans une stratégie ? Oui, c'est à prendre en compte évidemment. Les deux sont des enveloppes fiscales, c'est-à-dire que on met des actifs à l'intérieur, et à l'intérieur de cette assurance vie, à l'intérieur du PEA, les actifs produisent des intérêts, des plus-values sont réinvestis,
Et toutes les opérations faites à l'intérieur de l'assurance vie ou du PEA ne sont pas taxées. D'accord. C'est-à-dire que Tant que ça reste. Tant que ça y reste. Tant que ça reste, Oui, bien sûr. pas de fiscalité. On est taxé uniquement lors du retrait, que ce soit sur l'assurance vie ou le PEA, avec une fiscalité avantageuse qui est dégressive dans le temps. Alors sur l'assurance vie, effectivement, à 8 ans, on a un avantage fiscal optimal. Mais dans le pire des cas, si on retire pendant les 8 premières années, finalement, on paie la fiscalité qui aurait été due sur un autre actif, 30% de flat tax. D'accord. Sur le PEA, l'avantage fiscal est acquis au bout de 5 ans. Et là, la fiscalité, c'est uniquement les prélèvements sociaux, donc 17,2% aujourd'hui. Sur l'assurance vie, au-delà de 8 ans, on a une fiscalité qui va entre 17,2% de CSG et 30% au maximal en fonction des montants versés et des rachats effectués. Donc ça, c'est à avoir en tête, ça veut dire quoi? Il faut commencer par une assurance vie parce que le temps fiscal est plus long avant d'avoir accès au... Alors, il faut commencer par les deux. Ce sont Il faut des commencer enveloppes par les deux, fiscales. d'accord. On peut les ouvrir avec un montant très faible, juste pour prendre date. Petite question peut-être d'actualité, Jonathan Lévy. Alors, je sais que vous n'avez sûrement pas la réponse, mais parce que personne ne l'a à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut imaginer, en tant que professionnel de la gestion de patrimoine, et Guillaume Jouvin, si vous avez des éléments, n'hésitez pas à nous les communiquer également, que le traitement fiscal actuel de l'assurance vie ou du PEA puisse être remis en cause dans les mois ou années qui viennent? Je souris en écoutant votre question, je savais très bien où vous voulez en venir. Je vous confirme ne pas avoir la réponse à votre question, mais merci de me la poser. On peut dire effectivement que tout est ouvert aujourd'hui, compte tenu de la situation budgétaire et le déficit et les milliards qu'on cherche actuellement. Bien sûr. L'assurance vie, le PEA peuvent être une option pour essayer de gagner quelques centaines de millions, voire quelques milliards. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que on se retrouve un peu quand même dans la situation de 2012. Vous vous rappelez, en 2012, quand François Hollande est venu au pouvoir, il voulait, ça faisait partie des 30 propositions qu'il avait faites, il voulait aligner la fiscalité du patrimoine sur la fiscalité du travail. D'accord. Et pour tout le patrimoine, y compris l'assurance vie. En 2012, on était en pleine crise des dettes souveraines de la zone euro. Il était impossible de le faire. Il ne l'a pas fait sur l'assurance vie. Parce que, comme vous l'avez dit, l'assurance vie est en grande partie, via le fonds euro, placée dans des obligations d'État français, dans les fameuses OAT. Bien sûr. Et ça remettrait en cause la stabilité en fait, de la dette française. Actuellement, on n'est pas dans la situation de 2012, mais on est dans une situation qui n'est pas tout à fait sereine sur la dette française. On a eu l'occasion d'en parler oui, bien sûr. Reprise, Nicolas. On le sait très bien aujourd'hui, depuis notamment la dissolution et le résultat des législatives, de l'instabilité politique. On se demande tous que quand le gouvernement de Michel Barnier va perdurer. Donc la réponse à votre question est quand même très très compliquée dans cette instabilité politique. Le résultat des courses, c'est que la dette française est sous pression. On n'est pas en crise, mais enfin, il y a une sérénité qui est vraiment très très relative. Donc, ce qui viendrait potentiellement sauver l'assurance vie quelque part, parce que dans un contrat d'assurance vie, on a un certain nombre d'épargnants qui détiennent un bout de la dette française, c'est ça? Voilà, ça c'est effectivement mon propos, c'est de dire on ne prendra aucun risque qui pourrait déstabiliser encore un peu plus la dette française dans le contexte actuel. Guillaume Jouvin, sur le sujet, est-ce que c'est des choses que vous suivez de près? Est-ce que c'est des questions que les épargnants vous posent régulièrement en disant bah oui, est-ce qu'il vaut mieux que je l'ouvre avant la fin de l'année? On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Ou est-ce que c'est des sujets qui sont un peu plus soulevés aujourd'hui qu'il y a quelques mois? Ce sont toujours des sujets d'actualité. À partir du moment où 40% de la population détient ces enveloppes, ce sont des enveloppes incontournables, donc on se pose tous les mêmes questions. Moi, je voulais faire un petit rappel historique quand même sur la fiscalité de l'assurance vie et du PEA et regarder les évolutions qu'on a eues au cours des 20 dernières années. Sur le PEA, on n'en a pas eu. C'est extrêmement stable, aucun changement. La seule nouveauté, en fait, c'est le taux de CSG qui augmente petit à petit. Et donc là, sans toucher à l'assurance vie, sans toucher au PEA, on augmente le taux des prélèvements sociaux, 17 d'aujourd'hui, ça a été 15,5, 12 par le passé, etc. Donc en fait, voilà ce qui peut arriver, une augmentation des prélèvements sociaux est possible. Sur l'assurance vie, pareil, au cours des 20 dernières années, j'ai juste eu une seule modification en 2017 avec l'arrivée du président Macron sur les contrats qui ont plus de 8 ans et sur lesquels ont été versés plus de 150 000 euros. La fiscalité est un peu moins avantageuse. On a eu 5 points d'augmentation d'impôt pour passer de 7,5 à 12,8. Donc finalement, très peu de changements. Donc une certaine stabilité fiscale quand même sur ces deux types de placements. Énorme stabilité. Par contre,
on ne prend pas en compte l'inflation. Sur l'assurance vie, on avait un avantage fiscal successoral avec 152 000 euros d'exonération aujourd'hui, qui correspondait à 1 million de francs en 98. Et donc 1 million de francs en 98 n'a jamais été revu. Donc on reste à 152 500 aujourd'hui. Donc en fait, le changement, c'est qu'il n'y a pas de changement. Même quand il y a effectivement des périodes d'inflation un peu plus conséquentes, effectivement, il n'y a pas de changement. On a eu de l'inflation effectivement au cours des 25 dernières années. Alors, peut-être un mot quand même sur les caractéristiques de l'assurance vie et du PEA. Guillaume Jouvin, vous aviez notamment mentionné que les versements sont plafonnés sur le PEA. Oui, 150 000 euros de versement maximum. Alors 150 000 euros par personne. Donc monsieur, madame peuvent chacun avoir un PEA. Donc là, c'est pour le PEA, on va dire, général, dans lequel on peut investir sur tout type d'actions européennes. D'accord. Parce que le PEA sert avant tout à acheter des actions en direct sur les marchés financiers. C'est ça ? Alors oui, tout à fait. Dans le PEA, c'est un plan épargne-action. Ouais. Donc dans action, on ne peut acheter déjà que des actions. Et ce ne sont que des actions européennes. L'idée de départ, c'était de faire en sorte de financer l'économie française en faisant en sorte que les petits porteurs aillent acheter des actions françaises. C'est élargi sur le plan européen pour des raisons assez évidentes. Donc on ne peut mettre que des actions européennes sur le PEA, cotées ou non cotées. Et pour les titres non cotés, on peut en plus ouvrir un PEA PME, qui est un deuxième PEA sur lequel on a des plafonds de versement différents, 75 000 euros, ce qui fait qu'au total, on peut avoir un PEA normal, un PEA PME, et aller jusqu'à 225 000 euros de versement sur ces enveloppes. Jonathan Lévy, si on parle stratégie, j'ai envie à fin 2024 d'aller sur les marchés financiers, d'aller acheter des actions françaises ou européennes. Alors, je n'ai pas encore fait mon choix de savoir si j'ai envie de les acheter en direct ou si j'ai envie de passer par des fonds gérés par des professionnels. Est-ce qu'il y a un véhicule d'investissement entre l'assurance vie, le PEA ou autre qu'il faut favoriser lorsqu'on débute et qu'on veut aller massivement ou en tout cas majoritairement sur les marchés financiers, les marchés actions? Je dirais que compte tenu de votre âge, Nicolas, je vous suggérerais d'ouvrir plutôt un PEA pour cette poche d'investissement en actions françaises, européennes, qui est probablement plus adapté en fait que l'assurance vie. Si vous le faites au travers des fonds, vous pouvez le faire très très bien, très facilement en assurance vie. Mais par contre, si vous voulez le faire en direct, c'est souvent possible en assurance vie, mais c'est plus adapté dans un PEA qui est, on ne l'a pas dit, mais il y a deux types de PEA. Il y a le PEA bancaire, il y a le PEA assurance. Le PEA bancaire est comme un compte titre, vous pouvez acheter des actions à tout moment de la journée, les vendre à tout moment. C'est plus liquide, le fonctionnement est plus simple qu'au sein d'un contrat d'assurance vie. Dernière question pour vous, Jonathan Lévy. Les ETF, on le vend en poupe. Est-ce qu'on peut investir sur des ETF via un PEA ou un contrat d'assurance vie ? Oui. Les deux ? Oui, dans les deux cas. C'est pour ça que ça me fait dire que vous pouvez sortir un petit peu de la zone euro et de l'Union européenne, plus exactement, via des ETF. Il y a des produits qui permettent d'investir indirectement sur des actions américaines, par exemple, le S&P 500, le Nasdaq, tout en restant au sein de l'enveloppe PEA. Vous pouvez investir en assurance vie sur toute classe d'actifs, sur des ETF, sur tous les actifs, toutes les zones géographiques, tous les secteurs que vous voulez. L'assurance vie, de ce point de vue-là, est beaucoup plus souple, beaucoup plus large. Mais vous pouvez aussi investir sur d'autres classes d'actifs, les obligations, les produits structurés, l'immobilier. Vous avez parlé de SCPI. Il y a des fonds obligataires à échéance qui ont le vent en poupe en ce moment. Tout ça est disponible au sein d'un contrat d'assurance vie et vous pouvez jouer sur ces différentes poches. Aujourd'hui, vous voulez investir en action, mais si ensuite vous voulez diversifier et aller sur d'autres classes d'actifs, alors l'assurance vie est plus adaptée à cette situation-là. Merci beaucoup Jonathan Lévy, président et cofondateur de bienprévoir.fr. Merci Guillaume Jouvin, directeur de l'ingénierie patrimoniale au sein de Bred Banque Privée. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.